En général, quand je commence une vidéo comme ça, c'est pas bon signe pour le film. Mais pas cette fois. Mais vous aviez dit à un moment donné que vous aviez envie, vous aussi, d'être derrière les caméras. Est-ce que vous y pensez encore maintenant? Non plus. Parce que maintenant, j'ai Gérard qui fait ce travail-là très bien. Beaucoup mieux, je l'aurais fait. Au moment où vous envisagiez de le faire, c'est Parce qu'il que je n'avais manquait plus. quelqu'un. Mais il me manquait un bon metteur en scène, un très bon metteur en scène. C'est terrible en même temps, ça, parce que vous êtes tellement liés qu'on a peine à imaginer que vous puissiez vous séparer maintenant. Non, c'est pas. Non, mais on vous a avez signé le besoin, prochain. là. On a signé et on prochain. s'est engagé à pas tourner ni l'un ni l'autre avec quelqu'un d'autre. Cette interview, que j'ai dû regarder 20 fois dans ma vie, me fera toujours mal au cœur. Gérard Houry, en 73, c'était déjà 8 films réalisés en 13 ans. Même si nous retenons surtout les films réalisés à partir de 64, à partir du Cornio. Et à partir de cette année 64, durant 10 ans, ce sera exactement 47 420 529 entrées dans nos salles de cinéma, dont 41 873 224 avec Louis de Funès au casting. Car même s'il y a eu le cerveau entre-temps, nous sommes à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a d'abord le Cornio, la Grande Vadrouille, la Folie des Grandeurs et Rabbi Jacob. Puis il y a tous les autres. L'As des As peut prétendre à rejoindre les 4 premiers. Je le mets légèrement en dessous, mais de pas grand-chose. Parce que la fin est pas à la hauteur du début. Mais pour le reste, le coup du parapluie, la vengeance du serpent à plumes, la soif de l'or, tout ça, ça faisait vraiment vieillot. Ça c'est bien un parapluie quand même. C'était le cinéma de papa. Le truc était plus dans le coup par rapport à ce qui se faisait à côté. Et surtout, on voyait, et j'ai peut-être tort, ce que pouvait donner le cinéma de Gérard Houry sans De Funès avec lui, et sans son génie à exploiter. Demandez-lui de te augmenter, il te dira oui. T'as me doublé? Il te dira oui. T'as me triplé? Il te dira non. Et la carapate, le sujet du jour dans tout ça. On va pas se prononcer maintenant. Revenons d'abord à l'après Rabbi Jacob. Alors que le tandem Gérard Houry-Louis de Funès était au sommet du monde, la France à leurs pieds. Et comme Gérard Houry et sa fille Danielle Thompson sont à nouveau à l'écriture en tandem, comme pour la préparation de Rabbi Jacob où Louis de Funès s'occupait au théâtre avec Oscar, puisqu'il n'accepte de tourner qu'avec Gérard Houry à partir de maintenant, il fallait, entre Rabbi Jacob et le crocodile, s'occuper de son côté. Louis de Funès, 59 ans, jouera alors la Valse des Toréadors sur 200 représentations, on en a déjà parlé, jusqu'au tournage du Crocodile qui devait arriver au printemps 75. De leur côté, Gérard Houry et sa fille préparent le scénario. Un scénario qui prévoyait de mettre dans le même sac l'extrême gauche Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui elle est celle-là? et l'extrême droite. À l'époque pour l'extrême gauche, Jaruzelski, en Pologne, et Pinochet pour le Chili, les deux personnages qui ont inspiré ce film. Le financement étant déjà acté par Bertrand Javal, le producteur de Rabbi Jacob, c'était du tout cuit et c'était du confort, le scénario étant une nouvelle fois taillé pour Louis de Funès, sur mesure, qui s'en donnerait à cœur joie à interpréter un de ces petits dictateurs qui, souvent au nom des grands principes, font régner la terreur. Bien que ce colonel ait ses points faibles, l'argent, son fils et surtout sa femme. Sa femme qui couche avec le directeur de la police qui rêve de prendre la place de Crochet, alias de Funès, lui prenant donc à la fois le pouvoir et sa femme. Le dictateur d'extrême droite se retrouvant en prison par l'amant de sa femme, réussit néanmoins à s'évader et souhaite donc reprendre le pouvoir, quitte à s'allier avec l'ennemi, avec l'extrême gauche, pour y parvenir. Régine Crespin, la cantatrice, accepte de jouer le rôle de sa femme à l'écran, Aldo Macione et Charles Girard, tout droit sortis de l'Aventure c'est l'aventure, aux côtés de Lino Ventura, avec qui Gérard Houry aimerait bien tourner aussi d'ailleurs, pour le projet suivant peut-être. Un duo de Funès-Ventura? Le tournage du Crocodile aura lieu en Grèce. Gérard Houry y va d'ailleurs en repérage, à l'automne 74, durant une pause à l'écriture, une dictature ayant été renversée là-bas récemment, et les nouveaux dirigeants sont ravis de voir tourner dans leur pays un film signé Houry de Funès. J'étais allé là-bas, j'avais vu les ministres grecs, pas les colonels, ceux qui les avaient renversés. Et ils m'avaient donné les possibilités, une division blindée de chars, la police blindée d'Athènes, ce qui correspond à pour faire mes putschs et mes contre-putschs que je voulais faire. Surtout vu le sujet qui les concernait directement. De son côté, c'est une histoire malheureuse que nous avons évoquée plusieurs fois. Mais Louis de Funès s'éclate au théâtre. Peut-être un peu trop. Étant de plus en plus fatigué, jusqu'à avoir une première alerte cardiaque sur scène, et devant interrompre les représentations de la Valse des Toréadors,
à la 198e représentation. Il fera un premier infarctus, puis un second bien plus grave une semaine plus tard, et s'en sortira tout juste. Sa carrière est mise en suspens, mais plus jamais il ne pourra endosser des rôles dits physiques. Et chez Gérard Houry, le comique est en mouvement. Ce comique a besoin d'énormément d'énergie. Étrangement, après Rabbi Jacob, je suis resté 5 ans sans tourner, alors que c'était un triomphe. Bon, alors nous décidons de tourner Le Crocodile. Je vous en ai vaguement parlé tout à l'heure. Le Crocodile, c'est une histoire très importante pour moi. Et puis, un mois de tournage du Crocodile, alors que ce film sur la dictature dans le monde d'aujourd'hui, où Louis devait jouer ce dictateur, en mars de l'année 75, De Funès a eu un infarctus du myocarde. Alors, puis un deuxième. C'est la maladie qui devait l'emporter. Le film a été d'abord arrêté et définitivement abandonné. Mais l'annulation du projet Le Crocodile, 2 mois avant le tournage, fera des heureux. Pas le producteur Bertrand Javal qui, ayant besoin de récolter de l'argent, puisqu'il en avait pris pour produire Le Crocodile, un film qui ne se fera jamais, produira à la place Cousin-Cousine, un scénario coécrit par Daniel Thompson, qui sera un film à succès en cette année 75, avec dans sa distribution un certain Victor Lanoux. Tiens. Mais avec un peu plus d'1 million de spectateurs, les résultats sont loin de ceux attendus pour Le Crocodile. Le producteur et sa société de production, les films Pomereux, feront faillite. Le Crocodile, le film qui aura finalement tué en 2 temps Louis de Funès, qui aura également eu la peau de Peter Sellers, également d'un infarctus juste avant de tourner le film. Et en plus, ça va couler le producteur. Privé de Bourvil, malheureusement décédé, et de Louis de Funès, incompatible avec son univers, Gérard Houry pensait enchaîner avec le projet Lino Ventura, avec qui il est très ami, mais avec qui il n'a malheureusement jamais tourné. Le film parlerait d'un grand chef d'orchestre qui partirait aux États-Unis, son fils se faisant kidnapper. Il devra faire partenariat avec un brillant policier américain qui serait joué par une pointure sur place. Duo à qui il arriverait bien entendu de nombreuses aventures. Le film sera une coproduction franco-américaine. Mais restait à trouver un acteur américain de renom qui accepterait. Woody Allen est le premier choix de la liste. Une liste assez longue, il faut l'avouer. Et étonnamment, ça commence bien puisqu'il accepte une entrevue avec Daniel Thompson, et en plus, le rendez-vous se passe bien. Woody Allen ayant apprécié le film Cousin-Cousine auquel Daniel Thompson avait participé en 75. Malheureusement, il déclare qu'il ne souhaite jouer à présent que dans ses propres films, et refuse tous les autres projets. Alors que les choses avancent au ralenti, Lino Ventura et Gérard Houry étant à Los Angeles pour préparer le film, Houry se met à écrire une pièce de théâtre entre 2 rendez-vous pour s'occuper sur place, essuyant refus sur refus. Alors qu'ils envisagent de tourner avec Jack Nicholson, ce dernier les reçoit également et propose, en guise de début pour sceller leur relation, une ligne de coke. Normal. Bref, personne sur place ne les prenait au sérieux. Ni Woody Allen, ni Jack Nicholson, ni Al Pacino, ni Elliot Gould, ni Sylvester Stallone. Sans star américaine, pas de coproduction, pas de coproduction, pas de film, vous le voyez venir. Voilà. En tout cas, on rentre en France, on est dans l'avion, mais avec une pièce de théâtre en tête. On n'est pas revenu sans rien. Cette pièce de théâtre, Arrête ton cinéma, raconte les coulisses d'une pièce de théâtre avec une répétition catastrophique, miroir entre fiction et réalité. Jacques Weber accepte d'en être le metteur en scène, Françoise Fabian sera de la distribution, mais la pièce ne dépassera pas les 100 représentations. Et vous écrivez alors une pièce qui symboliquement s'appelle Arrête ton cinéma. Voilà. Alors j'ai écrit cette pièce qui a été jouée par Jacques Weber et Françoise Fabian et Fanny Cotenson et Franck David et quelques autres. Des acteurs de beaucoup de talent. Bon, la pièce a été, comme d'habitude, moitié de la critique très bonne, l'autre moitié très mauvaise. Elle a eu un succès médiocre, moyen. Elle s'est jouée 3 mois, ce qui n'est pas beaucoup. Je sais pas, en fin de compte, est-ce qu'elle était bonne, est-ce qu'elle n'était pas bonne, j'en sais rien. Je ne m'en rends pas trop compte, il faudrait que je la relise. Un nouvel échec, 4 années très difficiles pour Gérard Houry, 4 années durant lesquelles il est passé de réalisateur numéro 1 à réalisateur has-been. Surtout avec l'explosion des comédiens issus du café-théâtre, Le Splendide, Coluche, etc. Gérard Houry est désemparé. Tandis que Louis de Funès tutoie à nouveau le box-office avec La Loue la Cuisse, il existe peut-être un acteur qui pourrait incarner son cinéma. Celui qui mélange aventure, comédie, naïveté et folie. Et depuis le début des années 70, il suit attentivement Pierre Richard qui a imposé dans ses films un personnage comique plutôt nouveau. Distrait, poétique, rêveur, gaffeur, avec un sens du burlesque évident et dont la gestuelle est ultra marquante. C'est le mélange de Bourvil et de Funès dans un seul et unique même corps. Il a alors une idée et il va écrire le film pour lui.
Et Pierre Richard, très respectueux de Gérard Horry et qui sort du succès du Grand Blond et de sa suite, ou encore plus récemment du Jouet de Francis Weber, et qui réalisait même ses propres films, comme Je suis timide et je me soigne qui sortait la même année, accepte ce nouveau projet. Pierre Richard, à la fois star montante, mais pas encore confirmé, ce qu'il sera justement après la trilogie La Chèvre, les Compères, les Fugitifs. Ou là peut-être, si Gérard Horry est arrivé après, avec sa carapate, il se serait peut-être dit « Ouais, t'es gentil mon coco, mais j'ai pas besoin de toi, quoi, j'ai Francis Weber, s'il te plaît. » Puis là, j'ai retrouvé Pierre Richard. Nous avons fait deux films ensemble. Le premier, c'est La Carapate, qui se passait en mai 68, où j'ai reconstitué les émeutes de mai 68. Pierre Richard, qui lui-même était réalisateur, ce n'est pas gênant quelquefois. Il est toujours réalisateur. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'il n'amène pas des idées qui sont éventuellement en contradiction avec les vôtres? Pas du tout, pas du tout. C'est un homme qui, quand il est metteur en scène et qu'il dirige les acteurs et qui se dirige lui-même, prend ses options, mais qui ne se mêle de rien à partir du moment où il est un interprète. Il est bien gentil, Gérard Horry, mais dans les années 80, il ne représente plus l'avenir. Il représente tout juste une étape pour, on va dire, rendre hommage aux anciens et être poli. Mais une fois, ce que fera Gérard Jugnot, ce que fera Anconina, ce que fera Coluche... Mais on n'en est pas encore là. Là, on est en 77, c'est le juste milieu, la passation entre l'ancien comique et, on va dire, ce qu'on appelle la nouvelle vague d'acteurs, de jeunes acteurs. Ce nouveau projet raconterait l'histoire d'un avocat gauchiste qui fuirait la police avec son client suite à un malentendu, un client truand plutôt facho condamné à mort, profitant d'une mutinerie dans sa prison, dans le contexte français de mai 68. C'est le retour de l'écriture en duo. Gérard Horry, Daniel Thompson, confortablement installés dans la maison de vacances de Gérard Horry et de Michel Morgan à Saint-Tropez. La source de la comédie, ces personnes fortunées, franchement bourgeois, qui durant mai 68, auront la crainte qu'on leur vole leur fortune, à tel point qu'ils fuient avec leur tableau et tout autre signe extérieur de richesse. Comme ce couple que croisera notre duo d'avocats et de repris de justice, qui sera le ciment comique du film, ce couple étant victimisé et volé plusieurs fois dans le film par les mêmes voleurs. Ils seront joués à merveille par Yvonne Godot et par Jean-Pierre Darras. Et ils sont énormes. C'est mon coup de cœur du film et ils y sont pour beaucoup selon moi dans l'intérêt que ce film a encore aujourd'hui. Il faut prévenir la police. Mais on ne peut pas. On peut pas prévenir la police. S'ils trouvent la voiture, ils trouveront l'or. S'ils trouvent l'or, ils trouveront l'argent. Tout ce que j'ai pas déclaré aux impôts depuis 10 ans. Mais il faut du répondant en face pour mettre en valeur Pierre Richard. Et Gérard Horry pense alors au sérieux de Patrick Devers, qui vient de triompher dans Le Juge Fayard d'Yves Boisset. Ce qui intéresse Gérard Horry justement, c'est ce contraste entre un Patrick Devers au registre bien plus sérieux, qui serait une belle contradiction avec le ton naturellement enjoué et en mouvement de Pierre Richard. Mais la rencontre avec Patrick Devers se passe mal. Devers arrivant en retard au déjeuner, et n'arrivant pas seul, arrivant avec une femme très désagréable, ce qui ne sera pas apprécié ni par Gérard Horry, ni par Daniel Thompson. De plus, il n'apprécie pas le scénario. Et sans surprise, quelques jours après, il leur dira non, allant jusqu'à appeler Pierre Richard pour s'excuser de sa non-participation, et que ça n'était pas contre lui, mais qu'il n'aimait ni le scénario, ni ce genre de comique à papa. Horry m'avait dit je te vois bien avec Patrick Devers. Moi, j'adorais Patrick Devers comme acteur, évidemment, j'étais content. Et je me souviens, un jour, j'étais à Deauville pour le festival de cinéma, et j'ai eu un coup de fil de Patrick Devers qui me dit « Pierre, je viens de le lire, je peux pas faire ça. C'est au-dessus de mes forces. Le burlesque comme ça, parce que c'était encore plus burlesque, plus... et je peux pas faire ça, c'est pas mon truc. Je vais donc dire non. Ne crois pas que c'est parce que j'ai pas envie de tourner avec toi, mais c'est parce que j'ai pas envie de faire le film. » Une situation assez similaire à ce que De Funès et Cosidi vivront dans La Loue la Cuisse, où Pierre Richard, justement, s'était désisté, n'aimant pas le rôle que jouera finalement Coluche. Quand je disais tout à l'heure qu'on était au juste milieu du grand Gérard Horry, puis du Gérard Horry has-been, pour certains comme Patrick Devers, c'était déjà le cas. Devers, il n'en avait rien à faire de tourner avec le grand Gérard Horry des grandes heures de Funès dans la décennie d'avant. Pour lui, ce cinéma-là, il était déjà fini, ce qui est pas vrai. C'est Pierre Richard qui va parler à Gérard Horry de Victor Lanoux, qui a un peu le même physique, qui ont en plus débuté ensemble au début des années 60 en écrivant des sketchs, qu'ils jouaient ensemble dans des cabarets, en début de spectacle d'autres artistes. Oui, pardon. Le ragoût de mouton, c'est pour qui, s'il vous plaît? Allez, sinon, ça dérange pas. Au niveau de la production, c'est le retour de la collaboration fructueuse avec La Gaumont et Alain Poiré, qui ne l'avaient pas suivi pour Rabbi Jacob. Quant à la musique du film, Gérard Horry la confie plus étonnamment à Philippe Gérard. Philippe Gérard, l'un de ses amis d'exil durant la guerre, qui était devenu compositeur, ayant surtout écrit de nombreuses chansons pour des artistes, tels qu'Edith Piaf, Yves Montand et d'autres. Même si en ce qui concerne le cinéma, sa carrière était selon moi plus discrète.
Quant au clou du spectacle dans le film, contrairement au boulet qu'on a fait la semaine dernière et ça n'était pas un hasard, où le boulet, lui, commence avec le plus impressionnant d'entrée, la fameuse scène de la grande roue dont nous avons déjà parlé, et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, la vidéo est disponible, je l'ai raté, par ici, si vous voulez la voir. Et si j'avais parlé de corned beef avant le boulet, c'était pas anodin non plus, de parler de ces 3 films à la suite, je trouve que c'est un super exemple de 2 films qui font très bien les choses, celui de corned beef et celui d'aujourd'hui, avec au milieu celui qui essaie de faire pareil en moins bien. Puisque la trame narrative entre la carapate et le boulet sont très très semblables, à savoir le gardien de prison ou l'avocat qui prend la fuite pour X raisons avec celui qu'il gardait, ou son client. On en reparle dans la partie analyse et critique qui arrive juste après. Le clou du spectacle, donc, se passe en plein affrontement entre étudiants et forces de l'ordre. Mais hors de question de reconstituer les barricades de mai 68 en plein quartier latin. J'avais obtenu le concours de la gendarmerie mobile pour les émeutes de mai 68, et comme on avait peur mai 68, le film se tourne en mai 78. Et quand j'ai été trouver les autorités et la préfecture de police, on m'a dit « c'est très embêtant s'ils vont reconstituer les émeutes en mai 78 parce que vous risquez de donner le départ à de nouvelles émeutes. » Alors on était très embêtés, je voulais faire ça au quartier latin, moi. Alors en fin de compte, on n'a pas pu le faire. Ce sera du studio. Tout le carrefour Mabillon sera reconstitué par le chef décorateur de La Grande Vadrouille et du Cerveau, Jean-André, qui malheureusement décédera durant le tournage du Coup du Parapluie 2 ans plus tard. Respect total parce qu'on s'y croit. C'est hyper bien fait. Et bien que les lingots d'or jetés à un moment donné dans le film sont en caoutchouc tout comme les pavés, les étudiants qui étaient joués par de vrais étudiants ont été tentés par l'idée de tirer sur les forces de l'ordre avec de vrais pavés qui ont été mis dans du caoutchouc, les événements de mai 68 10 ans auparavant n'étant apparemment pas si loin. Le film devait d'ailleurs s'appeler Y a pas de mai, M-A-I. Titre hélas refusé, comme souvent, par les producteurs, en l'occurrence Alain Poiré, qui voulait un film qui fasse écho à La Grande Vadrouille, donc la carapate, quelque chose qui évoque une aventure. Et il n'y a pas que les vrais faux étudiants, faux vrais plutôt, qui jouent avec des faux vrais pavés, on s'y perd. Il y a un autre événement dans le film qui va mélanger le vrai et le faux bien plus que prévu. En effet, à la fin du film, la Royce, même si c'est pas tout à fait une Royce dans le tournage, est réellement par contre brûlée en studio. Véritablement brûlée, en direct. Sauf que les studios voisins se préparaient à accueillir le tournage franco-britannique de Moonraker, le nouveau James Bond. Et le studio de Moonraker est en train de brûler, pour de vrai. Ce qui implique de faire venir de vrais CRS pour la circulation, qui seront mêlés aux faux CRS de la carapate, ainsi que des vrais pompiers présents pour éteindre l'incendie de studio de James Bond, bien que les vrais pompiers semblaient plus intéressés par l'idée de voir le tournage avec Pierre Richard, tandis que les faux pompiers pour l'incendie de la carapate étaient davantage attirés par le vrai incendie. Ça devait être génial à vivre cette scène-là. Faux pompiers, faux CRS, vrai CRS, qui sait qui est sur quel film, mais quel bordel! Avec 3 millions d'entrées tout de même, le film essaye clairement de vendre une aventure à la Grande Vadrouille, d'où le nom La Carapate. La communication est très centrée sur la nostalgie d'ailleurs, avec une bande-annonce qui rappelle qui est Gérard Horry, au cas où le public l'aurait oublié, à savoir le réalisateur du Cornio, de La Grande Vadrouille, du Cerveau, de La Folie des Grandeurs et de Rabbi Jacob, et maintenant, de La Carapate. Mais mis à part quelques clins d'œil peut-être assez lourds à ses propres films, comme le clin d'œil au Cornio avec le klaxon, qui reste coincé, ou bien la voiture chargée de lingots d'or, qui fait également penser à la Cadillac du Cornio, mais qui évoque aussi le futur La Soif de l'Or. Qu'est-ce qui se passe? Et bien que l'époque ait changé, que les spectateurs désertent les salles au profit de la télévision, peut-être que la Carapate méritait davantage que ce qu'il n'a eu. Passons au film maintenant. Qu'a-t-il dans le ventre, et qu'a-t-il dans le ventre encore de nos jours? Si avec mes goûts personnels, j'ai du mal à hiérarchiser le Cornio, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs ou Rabbi Jacob, j'ai toujours placé la Zézasse juste après, et je mettais les autres dans le même sac. Et ce de par l'enjeu des films suivants. J'avais du mal à comprendre comment on pouvait passer d'un ambitieux road movie entre Italie et France,
Un film en couleur, avec un budget confortable, un duo qui deviendra mythique, de belles bagnoles, puis avec La Grande Vadrouille, un film qui revient avec humour sur l'occupation 20 ans à peine après la Libération, c'était osé. Ou encore La Folie des Grandeurs avec cette beauté à couper le souffle sur chaque plan, l'explosion des couleurs, le film en costume, tout était sublime, ou encore la portée humaniste de Rabbi Jacob, qui tente de réconcilier la planète entière le temps d'un film. Comme vous le savez, j'ai plus de mal avec Le Cerveau, qui après La Grande Vadrouille, en évoquant juste ce casse du train qui a certes existé, bah ça fait pas waouh quoi. Arthur! Arthur! On avait dit qu'on irait tous les deux, hein? Bien. Le sujet du cerveau me fait pas rêver. C'est ça ne me faisait pas rêver. Pour l'As des As, pareil, cette amitié entre un sportif français, Belmondo, et ce petit enfant juif, durant les Jeux Olympiques de Berlin de 1936, c'était osé, c'était culotté, c'était touchant, il fallait le faire. Ça avait une portée au-delà de la simple comédie. Mais avec le coup du parapluie qui se basait que sur un autre fait divers, existant certes, mais pas fou, ou le pénible La Vengeance du serpent à plumes dont on a également parlé avec ses gags vieillots, Et bien que nous n'ayons pas encore abordé les vieilles Goliath ou Vanille Fraîche, je sais même pas si on les fera, nous avions évoqué La Soif de l'or, véritable aveu du chagrin de Gérard Houry, frustré par la perte de son ami Louis de Funès, et de son atout comique numéro 1, tentant de faire marcher Christian Clavier dans ses pas, avec le résultat que l'on connaît, on en a également parlé. Mais pour La Carapate, je trouve personnellement qu'il est supérieur à tout ce que je viens de citer, le cerveau compris, même si tout n'est pas parfait. Le coup des gags de la chaise qui sort de la voiture, c'est marrant une fois, pas 5. Le coup des voitures qui s'empilent en mode le gendarme et les gendarmettes quelques années bien plus tard d'ailleurs, bien que cette fois-ci, contrairement aux gendarmettes, ça ne sera pas gratuit puisque c'est prémédité pour semer la police, ça reste utile dans le scénario et ça reste une volonté de faire rire un peu à l'ancienne. Et mis à part quelques gags disséminés par-ci par-là, bien lourds, made in Gérard Houry, Pierre Richard qui se brûle les fesses sur un poulet, par exemple, c'est pas drôle, Pierre Richard qui tombe dans la Seine après un rebond, plouf dans l'eau, c'est pas drôle non plus, ou encore Pierre Richard éjecté du camion du CRS dans un gag qu'on aurait pu avoir dans le cerveau, par exemple. Mis à part ces quelques passages un peu lourds obligés dans un Gérard Houry, plus le film avance, plus il devient bon. L'inverse du boulet. Déjà, j'adore le casting. Raymond Buissière, en papa fatigué de Pierre Richard, c'est génial. Le couple d'Arras qui court après leur voiture remplie de toutes les richesses de leur vie, c'est franchement très drôle. Le duo principal fonctionne très bien lui aussi, car leur relation est progressive. L'avocat n'a pas réussi à plaider pour son client, donc son client ne l'aime pas, il part avec ses affaires pour s'enfuir de prison, blessant son avocat dans la merde, et leur complicité ne va pas se faire en 10 minutes. Mais elle va se faire. Vous avez vraiment des goûts de nouveaux riches, hein? Oh non, j'ai seulement des goûts d'anciens pauvres. Dis donc, t'es chic avec ça. Tu manques pas de classe, toi. Vous trouvez? Ah ouais. Et c'est avec ce genre de petit échange entre les deux que tu les humanises, que tu crées une relation, où tu t'attaches aux deux, et où t'as pas envie qu'ils se séparent. T'es marié, toi? Non. T'as bien une louloute? Une quoi? Une nana et une gonzesse. Y a rien de tout ça dans le boulet. La construction du film en matière de temporalité et de lieu est toujours excellente, c'est l'un des gros points forts de Gérard Houry. On ressent les 2 jours, on ressent le trajet entre Lyon et Paris, ça ne va pas trop vite, les personnages ont une vie séparément puis ensemble, lorsque tout ce beau monde se retrouvera réuni devant la préfecture, que ce soit notre duo, le père Raymond Buissière qui s'incruse dans le duo, qui devient un excellent trio au passage. Tiens-moi 5 secondes. Le personnage joué par Lanoux appréciant le père de son avocat, appréciant sa sincérité, ce qui nous permet quelques moments intéressants entre eux. Il me plaît bien ton vieux. Toi, t'as pas dû être poli non plus. Quand on a parlé de toi à la télé, ils t'ont insulté. Comme celui où Lanoux proteste face au traitement du personnage de Raymond Buissière, âgé, laissé de côté par une famille mal intentionnée. Sous la table! Vous voyez pas que c'est dangereux? Sous la table, les buteaux! Allez! C'est le même ressort comique tenté dans le boulet, à savoir d'avoir un ingrédient non comique, Lanoux, dans le boulet Gérard Lanvin, qui devient comique au contact de l'élément comique précisément. Poulvord dans le boulet, ou Pierre Richard ici. Sauf qu'ici ça fonctionne, parce que les deux finissent par se respecter, au fur et à mesure que le film progresse, mais ça se fait par étapes, et des étapes qu'on identifie, que l'on voit. Ça m'étonne pas que tu sois de gauche. Votre gueule, Collard. Ma vie, vous la connaissez pas. Moi, je connais la vôtre.
Je suis assez planché en étudiant votre dossier minable. Un monument d'excuses et de faux prétextes. Ici, le comique et l'action s'entraident à chaque fois. Quand Pierre Richard et Victor Lanoux se cachent dans un placard d'une femme accusée d'adultère pour échapper à la police, ça fonctionne. Parce que c'est bien amené. Ça fonctionne parce qu'on avait présenté le véritable amant de la femme dans la scène juste avant. Et c'est ça qui est drôle, parce que potentiellement, selon les yeux de son mari, elle se tape peut-être 3 hommes en même temps. Ce qui évidemment n'est pas le cas. Autre exemple, bien que Pierre Richard éjecté du camion du CRS très lourdement, l'effet est nul, la vraie chute du gag, ceci dit, c'est le quiproquo de la sauce tomate utilisée dans la scène précédente, pour faire croire que Pierre Richard était blessé, qui va amener la confrontation entre les forces de l'ordre et les étudiants. Les forces de l'ordre étant accusées à tort de violences policières. C'était préparé. Ça n'est pas inutile, ça fait avancer l'histoire. Les scènes d'action sont également bonnes et restent impressionnantes même aujourd'hui. Surtout celle en camion, avec un Victor Lanoux qui se jette du haut d'un pont sur une autoroute pour sauter sur un véhicule en marche, qui commence en plus à pencher sérieusement. Encore une fois, le grand Rémi Julien est dans la place. Le film propose d'ailleurs quelques scènes assez chaudes, ce qui peut paraître étonnant dans un Gérard Houry, ou avec un humour un peu plus salace que d'habitude, comme la femme du couple d'Arras qui, en remettant la rançon pour récupérer leur voiture, passe pour une prostituée. Alors, on se promène, tu viens? Combien? 20 millions? Sans compter le petit striptease en début de film, très sympathique où on voit quasiment tout, en même temps mai 68 et la libération des mœurs, c'était peut-être un passage obligé. Mais ça reste du Gérard Houry, ce qui peut paraître étonnant, dont son cinéma est plutôt puribond habituellement. Enfin, comment ne pas aborder cette reconstitution de mai 68, qui est, au-delà des décors et des lieux reconstitués, est plutôt bien rendue dans l'ambiance. On ressent bien cette atmosphère à la fois dangereuse, mortelle, violente, ce qui amène paradoxalement à la comédie, avec les réactions des gens fortunés qui partaient avec tout ce qu'ils avaient, ayant peur de se faire couper la tête. Le fameux couple Yvonne Giraudot et Pierre Darras, qui reste mon coup de cœur du film, je le maintiens. Ils se font voler leur voiture, avec leurs lingots d'or planqués en dessous, avec leurs fringues, avec tous les billets planqués derrière la banquette arrière. Il y a toute leur vie là-dedans. Désespérés, ils vont chercher leurs derniers francs à la banque, juste au moment où Lanoux va braquer la banque et leur voler leurs 2 derniers billets qui leur restent, sans savoir qu'ils se sont croisés juste avant. Vous devez d'abord me dire où vous vous trouvez. Dans l'application maison, accédez à Réglages du domicile. Ensuite, ça fait flipper ce con. Vers le bas et activez le service de Oh, ta gueule! Putain, elle m'a fait peur. Je suis tout seul dans la maison et personne n'est censé parler. Mon Dieu, quelle époque. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, ils vont échanger leur voiture, putain, je m'en remets pas, contre une rançon, sauf que la rançon, la femme la perd, et du coup, ils perdent leur dernière fortune qui leur reste, et tout ça, ça se fait pas en 10 minutes. C'est un fil rouge qui est plutôt bien dosé. C'était votre voiture, cette Rolls? Non, c'était pas notre voiture. C'était une voiture, une belle voiture. Allez, relevez-vous, Gisèle. Lâchez-la. Relevez-vous, Gisèle. Mais ne pleurez pas. On a pitié pour eux. On n'a pas envie d'ailleurs qu'ils se fassent plumer autant. En fait, on s'attache à tout le monde. Et en ça, le film est forcément réussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas ça, malheureuse. Pourquoi? The cops. What? The flics. Et en plus, on leur donne des répliques sympas. Du genre celle-là. Mais faites quelque chose! Notez le numéro de la voiture! Mais je le connais, c'est ma voiture. Le duo du gauchiste qui s'allie au droitard, forcément, ça ne peut que marcher. Vous savez ce que vous êtes, Gollard? Non. Un facho. Un petit parafacho qui a raté sa vocation. Ah ouais? C'était quoi ma vocation? Tête flic. Ça commençait déjà. Il y a rien de nouveau en fait dans la politique d'aujourd'hui. Je suis attaché à tous les personnages, Raymond Bussière en tête, je souhaite que tout le monde s'en sorte à la fin du film, que tout le monde soit riche, même avec de l'argent volé, et que personne ne soit arrêté et n'aille en prison. Parlez plus fort, j'entends rien. Vos gueules! Ni le couple qui cache dans sa voiture toute la fortune de leur vie, ni le trio Pierre Richard, Victor Lanoux, Raymond Bussière. Je comprends par les événements du film que Lanoux cherche à faire innocenter son avocat qui finalement est le seul à se faire arrêter, ce qui est pas très juste. À la fin, même s'il a un plan B en tête et qu'il va pas se faire arrêter gratuitement. J'ai pas envie de quitter les personnages à la fin du film, j'ai pas envie que eux-mêmes se quittent, même si ça va être le cas, donc c'est que le film est réussi. Ouais, votre voiture, elle est là votre voiture, vous avez qu'à bien la chercher, mais brouillez-vous, hein. Ça chauffe. Et je trouve qu'on ne parle jamais de la carapate, alors que je le trouve meilleur que le coup du parapluie par exemple. Le coup du parapluie qui reste largement passable. Hein. Mais la carapate, je lui mettrais, si je devais mettre une note, ce que je fais jamais, mais je lui mettrais un bon 14-15 sur 20. Hein.
Tout comme De Funès n'était pas fini en 76, même si c'était presque le cas, Gérard Horry ne l'était pas non plus en 78. Ça va? Ouais! Hé! Pour la grave! Merci quand même! Martial! Ouais! Je ne peux donc vous conseiller que de revoir ce film et de lui laisser une seconde chance pour ceux qui l'ont un peu oublié, ou de le découvrir pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Vous allez passer un bon moment, excepté peut-être le début qui est un petit peu lourdingue, mais encore une fois, plus le film se déroule, plus je le trouve agréable et plaisant et moderne à suivre. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire sur La Carapate. Il est temps de se carapater, parce qu'il commence à faire très chaud cette période de l'année pour tourner avec ce gilet du Big D, je vais devoir trouver autre chose. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à le dire comme d'habitude à YouTube en mettant un like, en mettant un boost. Vous allez sur le commentaire, vous scrollez vers la droite et vous mettez des points si vous êtes sur votre smartphone. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé du film en lui-même, est-ce que vous le connaissiez, est-ce que vous le connaissiez pas. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, un autre sujet, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.